Et j'ajoute qu'en plus du trafic de drogue, ces villes subissent également les violences qui en découlent. Ce qui est inquiétant, c'est ce qu'on est en train d'assister dans ces villes moyennes, m'a dit un policier, donc voilà. Il me dit ce qui se passe en fait il y a 10, 15 ans, même 20 ans à Marseille, c'est ce qui est en train de se passer dans ces villes moyennes. C'est le cas, Grégory Joron ? Oui, mais c'est le cas, alors tout simplement parce que il faut le dire aussi, c'est que les moyens de police sur place ne sont pas démesurés. Niort, une ville de 60 000 habitants, je pense que le samedi soir, au mieux, vous avez 2 patrouilles, peut-être une police secours et une BAC, et puis ça va s'arrêter là. Et donc forcément, les trafics et l'économie souterraine peuvent prospérer bien plus parce qu'il n'y a pas une grosse pression, c'est impossible. Et alors là, Niort, particulièrement parce qu'il y a une filière apparemment guyanaise, donc on sait aussi que c'est quand même la plus grosse filière en termes de cocaïne et d'entrée en France. Donc voilà, quand vous avez malheureusement des ressortissants qui peuvent directement servir de point d'appui sur le territoire à tous ceux qui arrivent de là-bas, ça prend encore une autre dimension, mais globalement, malheureusement, dans les villes moyennes, partout sur le territoire aujourd'hui, on connaît malheureusement cette explosion du trafic de stupéfiants. Et vous l'avez dit, parce que c'est pas le plus important, mais c'est finalement ce qu'ils voient le plus, c'est malheureusement toute la délinquance que ça engendre. Et l'insécurité pour les premières victimes, c'est-à-dire les habitants des quartiers populaires qui voient des fois des nourrices... Toujours la double peine. Toujours. Des nourrices qui servent, des appartements qui servent de nourrices et tout un bâtiment qui est pris en otage entre l'omerta, parce que s'ils parlent, il y a forcément des représailles et ils ont peur pour eux, leurs enfants, leurs familles. Donc ils ne disent rien, ils subissent. Et malheureusement, après de l'autre côté, leur impression qu'en fait, en effet, l'État ne fait pas grand-chose pour eux parce que ce point de ville reste et prospère et malheureusement, on voit ce qu'on vont les racistes. Non, on n'est pas Grégory. Je pense qu'il y a un sujet qu'on occulte et qui est, à mon sens, le plus important. Alors évidemment, on ne va pas avoir les effets tout de suite, mais c'est quoi notre politique de santé publique par rapport à ça ? Évidemment. À quel moment, quand les gamins rentrent de l'école à 17h, ils voient un stage un spot publicitaire contre un spot contre l'usage de la drogue ? Oui, c'est vrai. À quel moment ? Par rapport à l'alcool, justement. Oui, par rapport à l'alcool. Je veux dire, vous disiez... L'alcool est légalisé, il y a des campagnes extrêmement de sensibilisation. Vous disiez très justement, il y a 1 million de consommateurs en France. Oui. Qui est-ce qui leur parle Qui est-ce qui leur parle pour dire qu'il ne faut pas consommer de drogue ? Alors ça paraît bête, mais je veux dire, si on veut commencer déjà par penser à ce problème-là, plutôt que de le regarder que par un prisme de justice ou de police, il faut qu'on le regarde par rapport à celui de notre société et de santé publique. Bien sûr. Je pense que c'est... mais des moyens pour réduire l'alcool. Et ça, c'est pas... Et c'est pas une question de moyens. Faisons ça. Non mais commençons déjà. Commençons déjà. Je suis d'accord avec ça, 4000%. Oui. Après, honnêtement, j'entends ce que vous dites. Il y a des spots sur le tabac. On parle même pas de gamins. J'ai lu là que depuis la fin de la crise du Covid, il y avait à nouveau une augmentation de la consommation de cigarettes alors qu'elle était en régression depuis des années, et notamment chez les femmes. J'ai trouvé ça dingue en termes de risque de santé publique quand on connaît le nombre de cancers, le coût de la cigarette, et on voit que la consommation de cigarettes reprend. Donc oui, il faut des politiques de santé publique, mais malheureusement, ça ne suffira pas. Non, ça ne suffira pas, mais il n'y en a déjà pas. Donc c'est comme vous, si on ne fait pas, c'est sûr qu'on ne sait pas si ça va marcher. Et ça sera peut-être pour la génération d'après. Celle-ci, on peut l'estimer peut-être bousillée, mais au moins qu'on pense à celle d'après. Je veux dire, moi, clairement, c'est pas supportable d'avoir autant de consommateurs. On avait, c'est un exemple de ce qui se faisait il y a quelques années et qu'on ne fait plus maintenant. Là, je reviens par le prisme policier. On avait des formateurs anti-drogue qui passaient dans les collèges, dans les lycées, très régulièrement. On avait un certain nombre de collègues qui étaient dédiés à cette mission-là. Ça marchait plutôt pas mal d'ailleurs, parce que pour le coup, c'était incarné une forme d'autorité, même si, par exemple, c'est un autre débat sur l'autorité, mais au moins ça voulait dire quelque chose. C'était le policier qui venait parler à la jeune population pour dire voilà, la drogue c'est ça, voilà, etc. Aujourd'hui, on n'a quasiment plus personne qui fait ça, parce qu'on n'a plus malheureusement d'effectifs. Donc c'est bien aussi une réalité qui fait que malheureusement cette politique de santé publique à peu près sur tous les niveaux, on l'a pas du tout. C'est à mon avis la première marche. Pardon, mais 90% de ceux qui consomment de drogue dure ne peuvent pas rentrer sur l'ensemble de nos forces sur la cocaïne. La première marche de la consommation de drogue, c'est en général le cannabis. Et ensuite, malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a plein de gens qui fument qu'une cannabis qui ne passent pas aux drogues dures. Oui, mais voyez, mais quasiment. Oui, pardon, mais monsieur, raisonnez autrement. C'est quasiment tous ceux qui consomment de la cocaïne ont fumé du cannabis. C'est comme ça qu'il faut le voir. Si on est sur Je vous dis, Grégory Joron, c'est évidemment tout ce qui se passe aussi, c'est des tests grandeur nature pour les JO aussi. Tout ce qu'on est en train de faire. Oui,
Alors, les JO, c'est pas non plus la même ferveur. Les JO, ça va être surtout de la gestion de foule et de la lutte contre la petite délinquance qui va essayer de faire les sacs et de l'arracher, etc. C'est pas exactement le même dispo où là, il y a une vraie ferveur derrière et puis malheureusement un public qui arrive et qui profite de ça. Là, les JO, on va être dans une posture un peu différente. On voit pas des gens aussi passionnés par le 100 mètres haies, le 110 mètres haies. Donc ça va être gestion de foule, mais je note que vous avez été sollicité, là, vous serez sollicité comme sur un continuum, là. Entre là, ça va être assez terrible. Tout ce qui est en train de se passer, là, c'est... Après la Coupe du Monde de rugby, on va enchaîner avec les JO, en plus avec des annonces qui sont... qui c'est vraiment dans le microcosme policier, mais quand on a un ministre qui nous annonce qu'il n'y aura pas de congé et de droit à repos sur les événements des Jeux Olympiques, vous imaginez bien que, vu que les Jeux Olympiques tombent pas au mois de mars, ça va pas arranger tous les parents policiers qui vont potentiellement être un peu en stress avec ça. Évidemment. Voilà, des heurts, des incidents à Lyon, mais également à Grenoble et donc Paris. Comment vous qualifiez cette nuit de défaite d'un point de vue de l'enjeu sécuritaire, Grégory Joron? Malheureusement, comme d'habitude, après chaque événement, on a notre lot de violence, sans vraiment de réelles raisons, là, parce que pour le coup, mis à part accompagner justement une belle équipe qui est allée au bout comme elle a pu, même en étant pour le coup défaite, mais on comprend pas pourquoi à chaque fois ça se traduit malheureusement par ces phénomènes. Vous avez vu? Oui, victoire ou défaite, c'est la même. Je veux dire, pour nous, en fait, le quotidien du flic, quand il y a un grand événement comme ça, c'est se retrouver finalement ou sur les champs ou sur les grandes places dans les grandes métropoles françaises comme à Lyon sur la place Bellecour et avoir des centaines de personnes en face qui leur jettent des projectiles et on n'a pas vraiment de sens pour ça. On ne sait pas l'expliquer, sauf que pour le coup, on a une trentaine de blessés quand même. Un collègue à Paris qui a été brûlé à l'œil par un tir de mortier. Donc voilà, malheureusement, l'histoire se répète après chaque événement. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y avait un important dispositif, 14 000 policiers et gendarmes déployés dans toute la France pour cette finale. Il y en avait moins quand même lors de la demi-finale. Et là, donc hier, 227 interpellés et je crois de mémoire 266 personnes interpellées mercredi soir. Donc finalement, que vous soyez 14 000 ou... combien c'était au mercredi ? C'était 10 000. C'était 10 000, c'est vrai. C'était déjà pas mal. Mais bon, c'est pas le dispositif qui avait fait cette montée en puissance du dispositif, finalement, n'a pas changé grand-chose, n'a pas eu un effet dissuasif massif. Il y a pas. Alors, l'effet dissuasif, c'est qu'il n'y a pas eu vraiment beaucoup de casse, heureusement. C'est-à-dire que, pour le coup, les troubles à l'ordre public, mis à part les affrontements à l'endroit et les jets de projectiles, à l'endroit des policiers, il y a eu des véhicules et des containers brûlés à Grenoble. Mais autrement, sur les champs, il n'y a pas eu de casse, pour le coup, quasiment. Oui, un peu plus à Lyon, c'est ce qu'on a vu dans le reportage. Un peu plus à Lyon, un peu plus... donc non, le dispositif, il était largement dimensionné, heureusement. Et ça n'empêche pas d'avoir des blessés, on vient de le dire. C'est la grosse difficulté, mais c'est des... je suis content, j'avais dit qu'il fallait mettre les camions à eau, ils les ont mis. Il faisait encore pas assez froid parce que moins 3 degrés avec un coup de jet d'eau, ça peut donner des idées de rentrer chez soi et c'est pas plus mal. Et pour le coup, c'est pas mal comme. Vu la puissance du jet avant que ça gèle. Oui, mais après on est mouillé et on a froid quand même. Bon, je ne sais pas s'il faut se féliciter d'utiliser des... Si, c'est très bien. Mais à un moment donné, il faut se féliciter d'avoir d'autres moyens. Quand on charge, on est critiqué parce qu'on utilise la force publique. Quand on a un camion à eau, mis à part le nez qui coule et choper un coup de froid, je le répète, c'est peut-être pas si mal que ça, finalement. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Je rappelle que c'est la force publique. Oui, peut-être que c'est le froid et la pluie qui, d'ailleurs, ont dissuadé pas mal de gens de venir sur les champs. En plus, la défaite, évidemment. Oui, sûrement. Grégory Joron. Oui, je suis assez d'accord. J'allais faire le parallèle justement avec la violence du monde politique aujourd'hui, quand on voit justement les débats à l'Assemblée. C'est-à-dire qu'on a l'impression quand même qu'on a une société qui se polarise vraiment, qui se fracture et qui se fissure, c'est une réalité. Et quand on voit justement certains propos politiques, la manière dont ça résonne finalement dans des esprits peut-être faibles, etc., notamment lors de manifestations, par exemple, quand on entend des appels de certains cadres politiques sur les manifestations, ça laisse quand même vraiment, on peut se poser des questions sur l'état de notre société. Et quand on voit malheureusement toutes ces
ces manifestations, ces grands événements. Moi, je ne pense pas que ce soit le Covid du tout. C'était déjà le cas malheureusement avant. Grégory Joron, ça vous inquiète, vous, cette Après, j'ose imaginer. Alors, ça serait dingue parce que pour le coup, ça serait extrêmement visible et assez rapidement palpable et mesurable si malheureusement il n'y avait pas une ouverture sur les laissez-passer consulaires à la suite de cette annonce-là. Et ça va vite être très vu. Et imaginons malheureusement, il ne faut pas le souhaiter, mais un fait divers encore extrêmement dramatique ou tragique qui viendrait encore une fois signaler peut-être comme auteur un ressortissant qui fait l'objet d'une OQTF et là on aura une vraie crise politique de nouveau autour de ce sujet-là. Donc j'ose imaginer que si le Gérald Darmanin se déplace en Algérie, qui fait cette annonce-là à la tribune, c'est que derrière, j'ose espérer pour eux, c'est que derrière, il y a un vrai engagement pour les laissez-passer consulaires algériens qui, je le rappelle, pose le plus de problèmes. Parce que là, pour le coup... Pourquoi? Vous le voyez concrètement concrètement, l'Algérie, c'est le... Alors, on a des difficultés avec les pays du Maghreb en général, mais l'Algérie particulièrement, où, par exemple... Un ressortissant algérien qui a un passeport en cours de validité, qui est condamné en France à une peine de prison, va en prison, donc pour une peine assez longue, effectue sa peine de prison. Durant cette peine-là, son passeport perd sa validité. Quand à l'issue de sa peine de prison, on veut le renvoyer chez lui, l'Algérie ne le reconnaît pas comme étant un ressortissant algérien. Il a un passeport dans les mains, mais il n'est plus encore de validité. Et il refuse de le laisser passer consulaire. C'est ça, factuellement, le problème des OQTF. Mais vous le voyez moins avec d'autres pays, c'est surtout pour vous. C'est surtout avec l'Algérie. Et d'ailleurs, tous les ressortissants algériens, ou pas tous, mais beaucoup qui font l'objet de poursuites en France, souvent d'ailleurs dissimulent leur papier. Enfin, ça, on le sait. Et certains même disent qu'ils sont algériens alors qu'ils ne le sont pas parce qu'ils savent qu'ils ne risquent pas de reconduite. Grégory Joron, est-ce que les CRA sont assez sécurisés, assez surveillés? Alors, les CRA sont confrontés surtout à une problématique, justement, pour le coup, encore une fois, d'après Covid. Mais on y est, décidément, où finalement tous les laissez-passer consulaires qui n'ont pas été pris sur des détenus qui sortaient de prison après avoir exécuté leur peine, qui étaient quand même en situation irrégulière et qui auraient dû être accompagnés sur leur territoire d'origine, ils ne pouvaient pas l'être parce qu'en général ils refusaient le test PCR et donc étant en situation régulière, on les rebasculait vers les CRA pendant 90 jours à minima, au maximum, pardon. En attendant, voilà. Et en fait, après, ils repartaient sur le territoire puisque les OQTF n'étaient pas prises. Donc, on s'est retrouvé avec des profils très particuliers dans des centres de rétention administrative, des profils qui sortaient de prison et qui étaient potentiellement assez dangereux. Oui, d'où ce que disait Moreboko, des multirécidivistes. Oui, des multirécidivistes. Et ça, c'est la cartographie des CRA aujourd'hui qui sont surchargés. Hein. Je rappelle que logiquement, il faut... je ne vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il faut... c'est comme ça, il faut 1,4 fonctionnaires, je crois, pour 10 personnes dans un CRA. Quand on connaît l'effectif de la police aux frontières qui n'a pas été renforcé depuis 4 ou 5 ans, voilà, tout ça fait qu'on on a un effet ciseau, on a de plus en plus de monde, du monde qui est de plus en plus violent. D'ailleurs, les affrontements intracommunautaires, on les connaît déjà depuis longtemps, puisque à Calais, c'est encore malheureusement des fois le cas, même en dehors des CRA, hein, c'est-à-dire qu'il y a des affrontements dans les camps de migrants, souvent extrêmement violents, avec des armes à feu, couteaux, hachettes, etc., etc. Et donc là, ils reportent ça aussi au sein des CRA quand ils sont dans cette cocotte minute-là. Et on a nos collègues qui sont blessés. Et équipés pour ça. Pour revenir à une question pratico-pratique que m'a posée Mathieu juste avant, c'est en effet, ils ne sont pas armés dans les zones de vie. C'est-à-dire que là où il y a eu l'affrontement, quand les policiers rentrent, ils n'ont pas d'armes. Donc ils sont mano à mano sur des affrontements qui sont extrêmement violents. D'où une demande de taser qui est pour l'instant pas acceptée.